Allez, je suis très content de vous retrouver ce soir, madame, monsieur. Bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Je suis heureux, comme je l'ai dit, de me retrouver encore devant vous pour vous présenter ces grands rendez-vous de chaque samedi à partir de 20h50 avec nos deux invités. Ce soir, Grace Diakoubama qui est toujours là avec nous et Cédric Mouipataï qui vient m'accueillir ce soir sur ces beaux plateaux d'Innov Télévision. Bonsoir. Bonsoir à Joyce Moukaya, bonsoir à Grace Diakoubama et bon retour à toi après ton périple ivoirien. J'espère que les alocos et les Atchékés t'ont bien vraiment fait du bien. Et ben, c'est un plaisir de retrouver encore Samedi Sport. J'espère que ces numéros vont encore tenir toutes ses promesses. On va tenter de grignoter un peu d'Atchéké tout au long de cette émission. Exactement, espérant que j'aurai du goût. Merci beaucoup Cédric Mouipataï, Grace Diakoubama. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à Cédric et puis bonsoir à ces aimables téléspectateurs qui ont toujours l'habitude de nous suivre chaque samedi à partir de 20h50. Un grand plaisir de se retrouver après 2 mois. Ouais, exactement. Après le mois de janvier, je me rappelle, décembre d'ailleurs, et on se retrouve encore en ce mois de mars pour parler sport. C'est ça le plus important et c'est aussi un grand plaisir de vous revoir sur cet espace. Et on espère bien qu'on va passer des très bons moments. Très bien, merci beaucoup monsieur. On va parler ce soir des 2 sujets très intéressants pour vous, fidèles téléspectateurs. D'abord la Ligue nationale de football qui se joue dans sa phase de play-off. On va se poser une question, est-ce que c'est une Ligue nationale de football des clubs qui méritent de jouer? Bien sûr, on va répondre avec nos 2 invités sur ces plateaux. On va également parler du sport en général et aussi du football en particulier en République démocratique du Congo dans ces thèmes que nous avons nommés. Duo Kabulo-Sambi, est-ce un duo d'enfer? On va essayer de réfléchir sur ces sujets, mais à la fin, on va entrer dans une zone que vous allez beaucoup plus adorer. Ça sera la partie de l'émission que vous allez aimer désormais. On va commencer notre émission avec ces sujets. On se retrouve tout juste après cet élément. La Ligue nationale de football a ouvert ses portes de play-off depuis début mars et se déroule sous une régularité légendaire. Des grosses écuries mettent le moyen en jeu pour que leur club ne rate aucun de ces rendez-vous. Si le système avait été corrompu par des demandes des reports de matchs sans raison valable, pour cette édition, aucun club a droit d'y penser, car l'exemple des Mazembe va servir aux autres des leçons. Pourquoi ne pas organiser les championnats nationaux avec les clubs viables, partant de ces 8 clubs qui jouent les playoffs, et réfléchissons. Voilà, c'était là le tas de lieu de notre premier sujet de la soirée. On va commencer avec Grace Diakoubama. Ça fait longtemps. J'aimerais bien vous écouter encore une nouvelle fois. La première question, c'est celle de savoir pourquoi, avec l'organisation actuelle de playoff, avec la rigueur qu'a mis le comité d'organisation, le comité de gestion de la Ligue nationale de football, pourquoi ne pas partir sur base de ces 8 clubs qui jouent le play-off pour organiser un championnat de clubs viables? Voilà, je pense que comme vous, comme le sujet, c'est quand même une très bonne idée d'organiser un championnat avec 8 clubs qui ont un niveau aussi relevé. Alors, on peut partir d'abord de là parce que voilà, le football, c'est d'abord le niveau et après, c'est l'aspect financier qui vient en seconde position. À un moment donné, c'est l'aspect financier qui commence et après, le niveau va venir parce que entre les deux, c'est quand même une paire qui fonctionne toujours à merveille. Déjà, le niveau, c'est validé. Les niveaux, c'est validé. Et après, il y a aussi cet aspect financier qu'on est en train de voir avec des équipes, entre guillemets, qu'on a l'habitude d'appeler de petites équipes comme les Aigles du Congo. On sent que cette équipe-là, s'il y a un voyage à Goma, cette équipe, elle est toujours présente. Vous avez même Dauphin Noir qui est là. Il y a Lubumbashi Sport. Ici, je l'avais énuméré que cette équipe-là a mis énormément de moyens, a même recruté des étrangers dans son effectif pour pouvoir faire un très bon championnat. Et le résultat est là. Donc, déjà faire un championnat avec 8 clubs qui ont énormément de moyens, ça facilite beaucoup de choses, d'autant plus que on vient de connaître des moments difficiles avec notre championnat national où on voulait faire des choses à l'européenne, où fallait faire un championnat à 20 clubs dans un pays aussi continent, dans un pays où on éprouve beaucoup de difficultés sur le plan au niveau de transport, mais nous on voulait quand même tenir à ce que ces championnats-là puissent se jouer de cette façon, mais après on s'est rattrapé
en faisant jouer ces championnats au niveau de phase phase classique, et après jouer les playoffs. Et au niveau de la phase classique, c'était pas 100% parfait, parce que voilà, on a même eu à arrêter des matchs pour se concentrer au niveau de playoffs, parce que si vous regardez Mazembe resté avec 4 ou 3 matchs comme ça, Renaissance et d'autres formations de ce championnat, et au niveau de playoffs, on sent vraiment que il y a une organisation au niveau de la Linafoot qui tient à ce que le calendrier soit respecté, parce que déjà lorsque le calendrier est respecté, ça peut faire appel aux annonceurs. Et au niveau de club, on sent aussi qu'il y a de moyens. On n'attend plus les gouvernements provinciaux des différents de différentes villes ou de différentes provinces pour pouvoir mettre la main dans la pâte et leur aider en termes de billets. Donc on sent vraiment que il y a une parfaite collaboration entre le championnat national qui est la Linafoot et les sociétaires qui sont de différents clubs qui font partie au niveau de ce 8e de finale. Ça, il faudrait d'abord commencer par soutenir cette idée, mais après, on sait pas ce qui va quand même déranger, c'est aussi ces équipes-là qui vont se sentir un tout petit peu lésées, parce qu'ils n'ont pas, elles n'ont pas assez de moyens. On a privilégié les équipes comme ça, oui, mais on va essayer de remonter la pente, hein. On est en 2000, je crois, 2008, 2009, 2010. On faisait un championnat national avec 8 clubs. Exactement. Par moment, 4 clubs. Ouais. Et d'autres phases, ça constituait, comme on dit, des étapes préliminaires. Exactement. On le faisait toujours. Mais, à l'époque où il existait encore, où les grands clubs jouaient encore les championnats des ententes. Voilà, des ententes provinciales, où Vicve Club jouait avec les Stars, et idem Mazembe aussi. Mais, ça permettait à ce que ces clubs puissent garder leur forme. Tout à fait. Et après, quand on venait au niveau du championnat national, même s'il y a 4 équipes, on sent le niveau du championnat. On sent aussi que ces équipes-là ont énormément de moyens. À un moment donné, il y avait une équipe comme Elima qui a surclassé le Daring Club Motema Pembe jusqu'à se retrouver au niveau de la phase finale du championnat national. Mais bon, on n'a pas fait des bonnes analyses pour arriver là où nous sommes, parce que il y avait eu à un moment donné un président qui sort, qui fait une sortie médiatique en disant que bon, aujourd'hui on doit arrêter avec le championnat des ententes provinciales pour maintenant se concentrer sur le championnat national. On lui a posé la question sur base de quels critères que vous allez choisir de clubs qui vont faire partie du championnat national. Il dit ouvertement, on va jouer ce championnat avec deux clubs qui ont beaucoup de supporters. Donc on va leur juger, on va leur choisir en termes de popularité. Et aujourd'hui nous sommes où? Il y avait des Mungano, il y avait des Makiso, il y avait de Makila, il y avait pas mal de clubs à cette époque-là qu'on avait eu à enregistrer pour jouer la Ligue nationale de football, la division 1, comme on a l'habitude de les dire. Elles sont où ces équipes-là? Parce que le casting et même le critérium n'était pas aussi bon pour essayer quand même d'organiser un championnat comme ça. Et avant de chuter un tout petit peu, le comble, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pour soutenir l'idée, même la thématique de l'émission, moi je pense que c'est normal de pouvoir organiser un championnat comme ça. On sait qu'on a quand même 8 clubs, mais ces 8 clubs-là vont nous faire un très bon championnat partant de leurs moyens et aussi de leur niveau. Et pour ces équipes-là qui vont se sentir lésées, pourquoi pas les renvoyer même en Ligue 2? La Ligue 2 aussi. Ou alors c'est mettre à niveau. C'est mettre à niveau. C'est mettre à niveau, atteindre de chiffres qu'on va mettre à leur disposition. Et après, vous allez intégrer le championnat national. Donc, ça sera pas quand même un apanage de quelques équipes comme non. Mais si vous atteignez quand même quelques chiffres, vous allez jouer ce championnat. Et après, faire ce que vous allez faire, prouver le contraire à ces équipes-là qui le jouent au fur et à mesure que vous avez aussi votre place. Alors, si on devrait parler de la viabilité pour faire partie du championnat national, on va se retrouver avec plusieurs clubs qui proviendront du Grand Katanga, de l'espace Grand Katanga, parce que même si le club Simba ne joue pas le play-off, on va dire, c'est un club aussi viable. À Kinshasa, est-ce qu'on peut parler de Daring Club Motema Pembe ou de Océ Renaissance comme club viable si on voudrait organiser un championnat national
composé de clubs viables. Mais aujourd'hui, quand on parle d'un championnat, d'abord, sur le plan international, on ne parlera pas seulement de l'Euro. C'est vrai que l'Euro, il est très important, mais aujourd'hui, le championnat, c'est juste sur base de budget d'essai que vous mettez en place pour faire vivre ce club-là, c'est important. Mais aujourd'hui, il se peut qu'en RDC, vu les différentes situations, le club joue le championnat sans vraiment un budget conséquent qui peut permettre à ce que ce club puisse vivre. Est-ce qu'on connaît d'ailleurs le budget de ces clubs? Est-ce qu'ils mettent ça sur une plateforme où tout le monde peut visiter? Non. D'ailleurs, on connaît pas d'abord le budget de ces clubs-là. On connaît pas comment est-ce que les joueurs sont payés. On ne connaît pas comment est-ce que ce club fonctionne. On ne connaît pas la valeur marchande de ces joueurs-là. On ne connaît même pas qui gère le management de ce club-là. Tout cela, c'est le désordre auquel nous assistons. Mais sauf Junior qui a couché Céleste FC. C'est le seul manager qu'on connaît. Les Aigles du Congo et consorts. Mais du reste, aujourd'hui, parce que la fédération congolaise de football enregistre les équipes pour jouer son championnat national, pas en mettant en avant entre guillemets le budget que ces clubs peuvent avoir. Vous savez, si le Grand Barça peut être menacé parce que aujourd'hui il a un petit problème financier, mais quand on joue un championnat, on n'a pas un budget conséquent, c'est alors après un temps le club ne pourra plus peut-être avoir la capacité de continuer dans ces championnats. C'est bien beau. Comme le disait Makanda, c'est bien beau. On peut avoir les 8 équipes. Mais imaginons, entre guillemets, si vous regardez les présidents de tous ces clubs, la plupart sont soit dans la politique, soit un peu près de la politique. Je suppose, moins sont entre guillemets hommes d'affaires, si je pourrais citer peut-être Amadou Diaby, qui est un étranger, 50-50. Chimanga qui est politique et près de la politique. Il y a le président Kiaboula, il y a Moïse Katumbi, vous voyez un peu. Mais maintenant le comble est que si ces présidents-là ne sont plus à la tête de ces équipes, qu'adviendra-t-il la suite des événements dans ce club? C'est vrai, on peut avoir Mazembe aujourd'hui, on fait ces blocs-là. Mais après un temps, quand ces présidents ne seront plus là, est-ce que ces équipes auront-ils la capacité de faire, entre guillemets, ces voyages par tous les Aigles du Congo? Politiques qui viendront peut-être. C'est ça le problème. On aimerait avoir un championnat costaud avec deux équipes qui sont vraiment qualifiées pour l'image du pays, parce que les championnats vont aussi de la qualité de ce que les équipes proposent avant même de venir sur le terrain. On parlera de qu'est-ce qu'ils ont. C'est vrai que c'est révolu, mais quel est le bus qu'a une équipe avant de jouer le championnat? Est-ce que cette équipe a des installations qu'il faut? J'aimerais bien louer les initiatives de Amadou Diaby, faisant loger Vita ici dans un grand hôtel, et puis mais est-ce que Vita a des installations? Peut-être Vita n'a pas des installations aujourd'hui viables qui fera en sorte que cette équipe puisse être une image d'une équipe qui joue la Ligue 1. C'est vrai, on aimerait avoir 8, mais en retour derrière ces équipes, comment est-ce que ces équipes sont organisées? Tout cela, ce sont des histoires à prendre en compte. Aujourd'hui, la Ligue de foot reste passive sur son championnat parce que la situation du pays voudra ce que nous puissions avoir ces championnats-là. Eh ben voilà, Tindika Chakal, Yamawa, parce que tout le monde va venir jouer, mais quelque part, l'image du pays par rapport à ces championnats que nous proposons, c'est une image chaotique. Aujourd'hui, quand on regarde ces championnats, on a que Mazembe qui est très constant, le club qui suit les pas, et puis c'est fini. Durant beaucoup de temps, on n'a plus des équipes aujourd'hui qui sont au niveau. Combien de fois Mazembe peut perdre dans un championnat? C'est vrai qu'on pourrait dire qu'on sort, mais quand on vient dans un championnat, on a aussi besoin de voir Mallorca tenir en échec Real Madrid. Exactement. Mais cela passe aussi par l'image du niveau de ce que ce club vaut pour représenter ces championnats nationaux. Mais parce que la Ligue de foot reste passive, voilà pourquoi on est sur cette base-là. Oui, les clubs peuvent être viables, mais en termes de budget, est-ce que ça va toujours continuer à rassurer? Du reste, il y a encore ces clubs-là qui vont rester. Comment on va faire pour que ces clubs ne puissent pas être lésés? D'abord, ça pourrait être compliqué. Si on veut faire en sorte que on puisse avoir le play-off, play-down et consorts, c'est aussi d'ailleurs bien réfléchi, ce qui a été mis en place dans le but de rendre encore ces championnats plus hermétiques. Mais ça va être un grand travail, un grand travail de vouloir bien organiser les choses. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on est dans la phase des playoffs, ça nous donne un peu une vraie image de ce qu'on veut
d'un championnat quand on voit des équipes bien s'opposer. Mais en termes de viabilité, je ne pense pas que ça peut faire en ce que ces championnats se jouent sur cette base-là, parce que on veut voir automatiquement Mazembe, on veut voir automatiquement un club qui n'était pas au mieux de sa forme dans la phase classique. Est-ce qu'on devait à tout prix, il y a Desampé qui n'est pas là, est-ce qu'on devait à tout prix le voir? C'est ça le problème. Donc moi je pense que ce championnat-là, le format que nous avons aujourd'hui facilite un peu, mais quelque part si on veut revoir en réalité, parce que je vais finir par là, je reviens sur le budget. Ce championnat-là, qu'est-ce qu'il donne en réalité aux organisateurs par exemple? Et qu'est-ce que les organisateurs donnent en retour à ce club? Parce que c'est du donnant-donnant. Le club qui vient, par exemple, donner le frais de participation peut-être à $500. En retour, le club aura quoi comme revenu en termes de titres? Si nous avons, par exemple, on veut peut-être, je reviens sur le format de 8 équipes. 8 équipes, $500 par exemple pour participer à ces championnats nationaux. $500, ça nous fait, je pense, combien si c'est $4,000. $4,000 par exemple la cagnotte dans un championnat qui se joue sans sponsor, sans partenaires et autres. $4,000 dans ces championnats-là, le vainqueur aura combien? Le 4,5, ça va, ça ira directement dans la caisse de la Linafoot. La Linafoot. Maintenant, en retour, la Linafoot va faire retourner combien au club? Parce que il doit y avoir le vainqueur qui doit avoir quelque chose, le vice-champion doit avoir quelque chose, pas seulement eux, mais tous ces clubs qui ont participé à ces championnats ont besoin d'avoir quelque chose. On a évoqué dans les coulisses, vous étiez en Côte d'Ivoire quand on parle de différentes équipes qui évoluent dans les divisions supérieures, inférieures ou divisions moyennes. Ils ont quelque chose à l'issue de ce championnat-là. Mais demandez aux équipes, ils gagnent combien? Mais des fois, ils ne peuvent pas réclamer en retour et ils donnent combien à l'organisateur pour faire en sorte que l'organisateur aussi à son tour fasse un retour valable. Merci beaucoup. Mais grâce à Diakoubama, on va un peu se poser la question. Ça entre dans le sujet du jour. Mais tous ces clubs qui jouent, on voit en Angleterre, en Tanzanie, voire même en Afrique du Sud, les clubs qui se font de l'argent grâce aux droits télé. Mais pourquoi aujourd'hui on laisse notre championnat à la merci de tout le monde et on ne sait même pas ce qui se passe après? Eux, le club, qui ont besoin de moyens, ils produisent du spectacle, même si on va dire qu'il n'y a pas de stars, il n'y a pas de joueurs qui attirent le public vers le stade ou vers la télé pour acheter les abonnements. Mais quand même, à quoi ça servirait de nous produire les images pour que ce club continue dans la misère? Je voudrais parler de ces droits télé, mais on est encore très loin pour parler des droits télé en République démocratique du Congo parce qu'on ne maîtrise même pas. Oui. On sait d'abord pas ce qu'on va faire avec. Et nous, on est dans la retransmission en direct de match de la Linafoot et tout. On s'arrête là, mais on ne sait pas ce qui va après. Bon, quand on parle de droits télé, on ne voit pas seulement la retransmission de match. On voit tout ce qui est autour de retransmission de ce rencontre du championnat national. Il y a des sponsors qui sont là et ce que le sponsor donne, ça va directement pour les équipes sociétaires de ce championnat. Et y compris aussi, il y a des chaînes aussi qui veulent avoir ces championnats peut-être partout au monde. Et après, ça aussi, ça génère quand même de recettes pour aider les équipes sociétaires. Pour parler pas seulement de droits télé, mais revenons juste au niveau de l'organisation du championnat national. Est-ce que la FECOFA tient à cœur cette organisation-là du championnat national pour que ce soit une vitrine nationale, une vitrine du football congolais? On était parti à la CAN, il y avait combien de joueurs de la RDC qui ont les joueurs de la Linafoot qui évoluent au niveau peut-être plutôt au niveau de la Linafoot pour jouer cette CAN. Il y avait qu'un seul joueur, Siadi Badjo, 3e gardien de la hiérarchie de l'équipe nationale de la RDC. Maintenant, quand on rentre dans l'organisation, même la FECOFA ne sait pas protéger les équipes sociétaires. Quand déjà vous atteignez la phase des playoffs, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va gagner. Oui, on est là pour déterminer le budget qu'une équipe peut avoir pour jouer peut-être le championnat national ou le playoff. Mais moi, je sais que quand je vais jouer le playoff, peut-être j'ai 100 000 balles. Ça me suffit. Et d'après ce que j'ai aussi en main, ça peut m'aider encore de pouvoir revoir le budget à la hausse pour la prochaine saison. On ne sait pas protéger les équipes ici. Même la FECOFA elle-même ne sait pas faire appel aux sponsors
de manière simple pour pouvoir soutenir les équipes, même seulement pour pouvoir soutenir rien que la FECOFA. Et en retour, la FECOFA va essayer quand même de pouvoir donner quelque chose aux équipes qui sont qualifiées au niveau de playoff. On est en train d'aller tirer directement le club, mais la FECOFA ne sait pas comment protéger les équipes qui font la promotion du football congolais. Je parlais de cette passivité en fait. L'organisateur met de base avant l'organisation de son championnat. Ça c'est d'abord la première des choses. Ces bases sont faites pour protéger le club qui viendront jouer ces championnats. C'est-à-dire que ce qui va être mis en place est dans le but que le club qui viendra. Par exemple, il y a la Ligue nationale de football qui avait besoin qu'un club avant de jouer doit avoir une équipe d'âge et consort. C'était ce qui n'a pas été respecté, mais ce sont de bases. Ces bases-là ne sont pas seulement pour l'organisateur, mais pour votre avantage en fait. Il y a aucun club aujourd'hui dans le monde qui se veut être grand et n'est pas avoir peut-être une équipe d'âge, une réserve qui va servir à ce que le joueur. On a ces problèmes où à chaque moment les équipes perdent de joueurs. Mais si on a nos pépinières, si on a de base, si on a des académies qui font en sorte que à chaque fois que ces équipes-là puissent être nourries, combien de fois nos équipes peuvent dans un championnat prendre un joueur qui évolue peut-être dans son académie ou dans son équipe junior pour lui donner la chance de jouer la Ligue 1, parce que les Real Madrid et consorts, toutes ces équipes là les font, mais parce que l'organisateur veut que cela soit ainsi. Le club ne respecte pas, pensant peut-être ils sont en train de vouloir rendre un bon service ou soit contester ce que l'organisateur veut, mais l'organisateur dans son optique veut valoriser son championnat. Il y a un problème, excusez-moi, je vais vous remettre la parole. Ces problèmes là de passivité de l'organisateur aujourd'hui. Il y a eu ces petits problèmes qui a failli se faire entre Mazembe, l'Inafoot, Manier Maignan, le match va se jouer Intel. Il y a toujours ces bras de fer. C'est que l'organisateur veut et c'est que le club en retour donne à l'organisateur. Ça c'est rabiboche pas. Je vais finir par là. Droit à l'image, droit télé, droit à l'image et consort. Le club n'en touche pas. C'est lui qui vient pour être le diffuseur officiel, qui va coopérer avec la fédération sans l'aval de club. Mais excusez-moi, c'est une insulte. Est-ce que le club ont le droit de refuser que leurs images soient exploitées par quelconque? Et lorsqu'on ne gagne rien. Excusez-moi. Enlever, est-ce que c'est un droit légitime? Ce sont eux qui produisent. Moi, j'ai été écœuré, estomaqué même. L'ancien partenaire du championnat qui utilisait l'image du championnat et les équipes et le joueur aussi dedans. Sans que ces joueurs-là, il y a eu une altercation entre Kylian Mbappé et la fédération française pour les images d'un partenaire de la fédération qui voulait avoir Kylian Mbappé dedans. C'est ça. Donc, le club qui se voit être mis de côté, cependant, ce sont le club qui viendront apporter les spectacles. Une convenance entre les soi-disant, je sais pas, il est producteur d'images ou qui, c'est pas, sans le président de club. On va le considérer comme un prestataire de la FECOFA. Excusez-moi. C'est vrai que le président de la fédération représente tout, mais imaginez un peu ces présidents-là. Il est président parce qu'il gère le club au quotidien. Pourquoi Véran Mosengo a rencontré les présidents de club quand il était venu ici, quand on voulait changer les choses? Pourquoi? Mais je suis intrigué de savoir que la FECOFA exclut le club dans l'organisation des championnats en ce qui concerne le droit d'image. Et le club, voilà, ça leur concerne même pas, voilà. Ça fait plaisir de retransmettre le match à la télé parce que voilà. Comme on a joué 2 matchs, il y avait les Aigles qui a joué sans le fan, il y a contre Lupopo, il y avait club aussi également contre Lupopo, il y avait pas de fan, et lorsque le match est diffusé à la télé, ça fait plaisir de voir un certain Lipanzu sans pour autant réclamer quelque chose. Un match, par exemple, le match du mercredi dernier, Lupopo, un club qui s'est joué à huis clos sans même un regret. Alors que les supporters devraient regretter de ne pas pouvoir participer à cette rencontre et même pas non seulement participer parce que déjà, si on prend un exemple en Tanzanie, lorsque vous avez ces droits télé et que le match est à huis clos, est-ce que le club est perdant? J'y pense pas. Le club parce ne que perd déjà, jamais avec le club ne perd pas avec les droits d'image. On a tout.
Et après, on va faire avec. Et après, on va essayer quand même de conscientiser nos fans à ne pas se livrer aux actes de vandalisme dans les installations sportives. Et pour revenir, just comme j'étais en train de le dire, avant que Boupata ne puisse m'arracher la parole, je reviens au niveau de la FECOFA pour dire que, comme Cédric l'a dit, il y avait des exigences pour participer au niveau de la Ligue 1. Il faudrait avoir un centre de formation, une équipe féminine, une équipe de jeunes. Oui, il faudrait être rigoureux avec le sociétaire, mais aussi lorsque vous êtes rigoureux avec le sociétaire et que les sociétaires ne sont pas avantageux. Je sais pas moi, quelle équipe là qui va prendre ce kilo-là de le faire. À un moment donné, le club avait pris l'initiative. On ne sait pas où tout ça, où toutes les équipes sont passées. Bon, à un moment donné, je vois, des dames. Ouais, sur la toile, je vois une équipe de dames. Bon, une équipe de dames. On va vérifier s'il y a une équipe de jeunes. Une équipe de jeunes aussi, je vois sur la toile. Côté des SMP, cette renaissance. Est-ce que Mazembe, oui, Lupopo aujourd'hui avec Jacques Kaboula. Il y a assez de moyens, mais pas une équipe de jeunes, pas un centre de formation. On parlait d'un stade qui était réhabilité, qu'on réhabilitait de l'autre côté, mais voilà, on ne voit pas les avantages au niveau de la FECOFA, raison pour laquelle on est sans footiste, parce que je sais pas moi, quand je vais tout organiser comme ça, qu'est-ce que je vais gagner à la fin. Donc moi, j'en appelle même aux dirigeants de la FECOFA de pouvoir d'abord essayer de faire une étude de fond avec les sociétaires. Parce que aujourd'hui, sans les équipes, la FECOFA ne vaut rien. Ne vaut rien. Ce n'est pas seulement l'équipe nationale. Oui, on peut bomber les torses pour dire que il y a pas mal de cadres qui évoluent en équipe nationale de la RDC, viennent de l'extérieur. Oui, c'est bien beau. Mais après, il y a un championnat national qu'il faudrait suivre ici. Il y a encore d'autres ententes provinciales, urbaines et autres. Mais lorsque vous êtes rigoureux au niveau du championnat national, et même les ententes urbaines et provinciales vont essayer quand même d'emboîter les pas. Parce qu'un jour, ils vont se retrouver là. Aujourd'hui, nous avons une équipe comme Rangers. Cette équipe-là a commencé où? Depuis la 3e division. Urbaine, entente urbaine. Et après, venir mollo, jusqu'aujourd'hui, Filas à l'époque, Émilie d'ailleurs, Émilie Filas, et après Rangers, et aujourd'hui, cette équipe-là se retrouve au niveau de la Ligue nationale de football. Donc, c'est comme ça. Ça doit servir d'un exemple parfait avec des équipes qui jouent au niveau des ententes urbaines pour pouvoir avoir cette envie-là de jouer le championnat national. Il faudrait essayer d'organiser les choses pour que notre football puisse retrouver sa place d'antan. Parce que voilà, si on se laisse faire comme ça, on va toujours essayer de voir Mazembe exceller, parce que Mazembe a une politique du football qu'elle-même maîtrise très bien. On avait vu Mazembe chambouler un tout petit peu, mais aujourd'hui Mazembe, avec l'organisation, après avoir revu à la hausse son budget, recruter n'importe où, on sent Mazembe maintenant revenir à son niveau. Oui. Donc voilà, il faudrait maintenant faire une étude de fond et que aussi la FECOFA puisse faciliter ses sociétaires. C'est ça le plus important. Il doit être plus rigoureuse, cette fédération. La rigueur et montrer les avantages au club, c'est ça le plus important. Il faudrait aussi avoir des bons managers, un bon management et au niveau de la FECOFA et au niveau de la Ligue nationale de football, et imposer cela au niveau de club. On va prendre un petit exemple, le championnat tanzanien qui est diffusé par une chaîne Azam TV, qui est un succursale d'une chaîne américaine. Il y a aussi également le championnat sud-africain qui est diffusé sur Super Sport spécialement, une chaîne spécialement créée pour le championnat sud-africain. Donc ça, c'est très important, ça permet au club de se retrouver. C'est aussi important pour nous de nous retrouver à travers le droit de télévision. On va passer à notre deuxième sujet qui est un tout petit peu relié au premier. Mais avant de développer sur ces sujets, on vous laisse suivre cet état des lieux. On se retrouve juste après. Kabulo Mwana Kabulo, Dieudonné Sambi Nzela Lutu. Si l'un est ministre de Sport, l'autre est président du comité des normalisations de la FECOFA. Ils sont entrés dans les affaires presque au même moment. Au début, un bras de fer entre les deux avait exposé la rigueur, dans lesquelles ils voulaient voir les choses évoluer. Les deux forment un duo qui ne font que précipiter les sports en général et le football en particulier dans la fournaise ardente.
L'exemple le plus récent reste la préparation des Jeux africains où l'on a vu les athlètes passer la période des préparations dans des conditions exécrables et même de passer leur première nuit au Ghana à la Belle Étoile, comme si les Congos manquaient les moyens de les loger, mais incapables d'organiser un stage pendant cette fenêtre de mars alors qu'elle a empoché plus de 2 millions de dollars. Que doit-on dire encore de notre football? Réfléchissons un peu. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons continuer avec notre émission de ce soir avec le deuxième sujet. Sambi Kabulo, un duo d'enfer. Monsieur Mouipataï, vous avez développé tout un argumentaire lors de la première partie de notre émission, mais tout cela renvoie à la gestion au niveau de la Fédération congolaise de football et au niveau du ministère des Sports. Aujourd'hui, la FECOFA est dirigée par Sambi Seleloutou et le ministère des Sports par Kabulo, Mwana Kabulo. Est-ce que vous sentez dans les chefs de ces deux hommes, grands hommes bien sûr, la volonté de pouvoir faire décoller les choses? Déjà parlant de, je vais commencer avec Sambi. En fait, je constatais petit à petit que Sambi se voit comme le président de la fédération congolaise de football. En fait, je me dis, est-ce qu'il a oublié qu'il est le président de ces comités de normalisation? Tu vois, depuis la CAN, avant même la CAN, on a rallongé le mandat du comité de normalisation. Nous sommes à l'année même, nous sommes déjà au mois de mars, à l'année électorale. On doit le rappeler. Nous sommes à l'année électorale. Est-ce que vous savez d'ailleurs que Sambi est arrivé à la CAN, je crois, à la phase de quart de finale, si je ne me trompe pas. Et puis, très en retard. Et puis, il ne reste pas assez de temps avant que nous puissions arriver au moment fatidique, parce que le prolongement de ces mandats-là, il ne reste plus que quelques temps. Mais Sambi devient de plus en plus, voilà, comme le président de la fédération, avec les différentes causeries avec son ami Véron Monsengo, qui pourrait être, voilà, sa couverture pour essayer de rallonger encore un peu plus le chose. Cette posture-là, moi, je trouve un peu inintéressante de la part de notre ami Sambi, qui oublie en réalité qu'ils sont là comme comité de normalisation. Ils ne sont pas en train de gérer cette fédération. C'est vrai que ce sont les affaires courantes, mais au fur et à mesure que nous avançons, je vois plus Monsieur Sambi oublier un peu le but pour lequel il est ici. Voilà, avec ce qu'ils ont fait à la CAN, ce que la RDC a fait à la CAN, 2 fois, 3 fois, ils ont rencontré le président de la République. Il y a eu certainement quelques grignotages. Et ben voilà, le monsieur s'est dit, ah voilà, je suis vraiment là où il fallait que je sois. Mais en réalité, oubliant un tout petit peu ce qui devait être fait pour le football de la RDC. C'est vrai, il peut y avoir de points positifs, notamment ces formats qui semblent être bons, mais le football... Ces formats quoi, de la Ligue foot. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Je dis qui semble. Le football de jeunes. Non, je vais revenir. Qui semble être un tout petit peu bien, mais oublions que ce n'est rien en fait vu la densité que nous avons aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec le football? En réalité, le football est en berne. Nous avons été disqualifiés avec l'équipe de U23 avec contre le Maroc, je pense. Le Maroc et puis l'Algérie. Le Maroc et puis l'Algérie. Qu'en est-il de ce football d'âge en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a-t-il des organisations? Je vis de particulier, je ne sais pas si vraiment c'est la bénédiction de la fédération et le gouvernement. Il y a Zakwani et qui Milenga et consorts, faire des stages à Rotterdam et consorts. Je ne sais pas en réalité si c'est vraiment ils sont concernés, mais avec deux joueurs qui n'évoluent qu'à l'étranger. Or, cette équipe d'âge doit être un vivier de tous ces joueurs qui évoluent même ici dans ces championnats. Ici au pays, il y en a plein. Il y en a plein. Ça, c'est ça le problème. On quitte un peu là-bas. On a eu le phénomène pédocriminalité où on s'en est avec le verdict. Est-ce qu'en réalité, on a découvert, on a décelé le vrai problème de cette problématique de pédocriminalité? C'est-à-dire qu'on a des problèmes énormissimes qu'Nsambi jusqu'à aujourd'hui n'a pas déterré, n'a pas détecté, n'a pas essayé d'amener cette image-là que aujourd'hui on attend de ce football. On lui a donné ses prolongements. Pour lui, il va encore essayer de se réjouir de quelques matchs de la part de la RDC. Cependant, jusqu'à présent, la CAN a pris fin le 11 février. Les 2 500 000
pour la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à aujourd'hui. Mais le centre coureur en pauvre, on a insulté, on a traité de tous les mots, Omari et sa bande de consorts. Mais on constate que Omari n'est pas là, mais Sambi et sa bande, en tout cas, excusez-moi, ils ne font presque rien pour le football de la RDC. C'est l'image de ces pays qui est en jeu. En réalité, Sambi, parce qu'il a Véron Monsengo. Véron Monsengo qui, c'est vrai que c'est un Congolais, mais c'était difficile de voir à tout moment Véron Monsengo à Kinshasa. Mais depuis qu'un Sambi est président de ce comité de normalisation, mais je vous dis, vous pouvez vous réveiller un matin, ça, vous voyez. C'est un d'un analyste avéré. Non. Les faits sont sacrés. Je suis journaliste. Exactement. On ne parle que de ce qu'on voit. Exactement. On ne peut pas aller à l'encontre, à moins que je me trompe. En tout cas, vous, depuis Sambi et à la tête de depuis la Sambi, CECOFA, je peux compter plus de 5 visites de Véron Monsengo. Exactement. Véron, à tout moment, il est à Kinshasa, accompagné de Sambi. C'est vrai qu'ils sont humains, mais pourquoi ce n'était pas le cas à l'époque? C'est vrai qu'il n'était pas secrétaire et consort, mais c'était un Congolais. Il était dans le milieu de la FIFA. Il avait une pierre à mettre dans le football de son pays, des idées, des stratégies. Il avait peut-être la facilité de rencontrer un président pour mettre en place une idéologie, mais pourquoi il ne les faisait pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter, Sambi et Véron Monsengo? Est-ce que le football congolais en gagne quelque chose? Point d'interrogation. Les temps restent à compter. Monsieur Sambi doit rectifier les tirs. Et d'ailleurs, il n'a même pas le temps de rectifier les tirs parce que il doit organiser des choses pour que nous puissions avoir des élections. Je disais, avant que je ne passe à Kabulo, même si les élections... Kabulo, on va prendre grâce et puis vous allez inverser puisque nous tendons déjà vers la fin. Même si les élections, je l'ai dit, même si les élections de la Fédération congolaise de football pourraient être des élections encore chaotiques, mais on en a d'abord besoin parce que c'était les buts pour lesquels le comité de normalisation était mis en place parce que le statut était déjà modifié. Merci beaucoup, messieurs. Grâce Diakoubama, on va prendre l'autre facette de ces duos. Kabulo Mwana Kabulo, c'était l'espoir. Lorsque il a été nommé ministre des Sports, nous étions ici sur ce plateau avec Sam Moutoni et on a tous dit, exprimé notre satisfaction auprès du président de la République d'avoir mis à la disposition du sport quelqu'un qui connaissait l'histoire du sport congolais et ses problèmes. Kabulo Mwana Kabulo est là et on sent qu'il y a cumul de problèmes pendant sa gestion. On était tous très contents de le voir à la tête du ministère de Sport. On les disait avec tout le confrère que c'était une récompense pour ce métier noble qui attend lutter, qui attend, qui a beaucoup parlé en ce qui concerne l'évolution du sport en République démocratique du Congo. On a décrié de mégestion en mégestion au niveau du ministère de Sport et surtout sur l'organisation. Mais après, au niveau de la faisabilité, on a senti que Kabulo Mwana Kabulo est passé à côté de la plaque. Monsieur s'est accroché aux grands événements comme l'ont fait ses prédécesseurs. On n'a pas vu de bonnes bases au sein, à la tête, de lui voir à la tête. C'est là où circule l'argent, grâce à vous. Mais c'est ça, c'est là où circule l'argent, c'est là où on va voir le ministre des Sports. Mais là où il n'y a pas l'argent, côté projet, on l'a pas vu. Il y avait Fatih Cup. On est à l'année suivante après la première édition. On en parle encore de la deuxième édition du tournoi Fatih Cup. Dans le projet du ministre, on a vu l'organisation du championnat de la zone 4 ici pour le volleyball. On voit venir à l'horizon l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. On voit la RDC exprimer ses envies à travers le président de la République de vouloir organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2029. On peut dire que le ministre des Sports a eu des mots doux à projeter à l'oreille du chef de l'État. Là, vous citez toujours de grands événements, comme moi je l'ai dit, alors que on ne doit pas commencer par la CAN ou commencer par organiser le tournoi zone 4 au niveau de volleyball, bien handball, quoi que ce soit, sans pour autant passer par l'avenir de toute une nation en termes de sport. Kabulo, quand il est arrivé, on ne voit que Kabulo être là où il y a l'argent. Là où il n'y a pas l'argent, on le voit pas. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux depuis qu'il est à la tête de ce ministère de sport? Je sais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne peux même pas énumérer. On a parlé du championnat national ici. Qui était le blocage du championnat national? C'est monsieur Kabulo Mwana Kabulo. Pourquoi? Parce que lui, il veut imposer à la FECOFA
son format, qui il a quand même, il s'est associé avec quelques dirigeants qui ont leur club engagé au niveau de la Ligue nationale de football. Mais est-ce que ça se passe comme ça? Et même quelqu'un qui était dans le norme, quelqu'un qui connaissait le sport en général, lui-même, il entre dans des choses où on ne sait pas quoi dire. Et parlons même de ce qui se passe actuellement avec les Jeux africains. La RDC devrait participer aux Jeux africains, mais on s'accroche à la CAN. On oublie les Jeux africains. Il y avait même pas un chronogramme pour pouvoir penser que quand on va revenir à Kinshasa pour essayer quand même de finir avec la CAN, on va directement partir pour les Jeux africains. Mais non, on était tout le monde là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire, et après quand on revient, on essaye de faire les choses à la va-vite pour essayer de prendre les athlètes et les emmener. Le comble que bah voilà, Dieu ne mange jamais, hein. On l'a vu à l'aéroport, les athlètes dormir comme ça, et puis on nous dit que non, vous savez, le village qui devrait recevoir les athlètes à cette heure-là, on devrait d'abord appeler et autres, mais bon, on le sait qu'on va quitter Kin à telle heure, et on va arriver au Ghana à 2 heures. À cette heure-là, on va quand même chercher une solution palliative. Est-ce qu'il fallait appeler? Parce que non, mais on cherche d'abord une solution palliative. On doit d'abord commencer par avoir les informations. Est-ce qu'à cette heure-là, on va nous accueillir? Je pense oui. Parce que quand on communique, les organisateurs vont nous envoyer des gens et directement on va nous escorter jusqu'à aller au village. Ici, on le voyait pas au jeu de la francophonie. Les organisateurs allaient prendre des délégations à 2h du matin, à 3h du matin. Ils étaient d'ailleurs permanents à l'aéroport. Pourquoi pas? À l'arrivée, c'est quand même une grande compétition. Ça va aussi de l'image du Ghana. Mais on vient nous mentir. Ici au pays, pourquoi? Parce qu'il y a toujours un journaliste qui est à la tête de ce ministère. Nous on n'est pas là pour défendre un journaliste ou un avocat ou quoi que ce soit ou un politicien. Non, nous on est là pour l'intérêt du sport en général. Si aujourd'hui même les PFKIN a eu du mal pour pouvoir évoluer au niveau du stade Tata Raphaël, c'est le mandat toujours avec Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou. La Ligue 2, on chasse la Ligue 2 au stade Tata Raphaël parce qu'on ne génère pas assez de recettes. Est-ce que sous la gestion de Kaboulou Mwana Kaboulou et sa gestionnaire de ce stade Tata Raphaël, et quand on parle de la Ligue 2, un championnat national qui évolue dans un stade public, et on chasse ces championnats parce qu'il n'y a pas assez de recettes. Mais on laisse l'objectif premier de faire jouer la Ligue 2 dans ces stades-là était avoir beaucoup de recettes pour pouvoir aider à ces stades-là de survivre, ou soit pour qu'il y ait peut-être comment dire un moyen de survivre. Un moyen de survivre, voilà, comme je l'ai dit ici. Non, ce n'est pas ça. Il y a deux matchs qui se jouent là-bas. Il y a les PFKI, il y a la Ligue 2, il y a la Ligue 1. Je pense qu'avec ces moyens-là, on peut engager peu de personnes et après on peut faire, on peut toujours nettoyer ces stades-là à tout moment. Mais sous les mandats, Kaboulou, on est surpris de le voir. Les PFKI, on a commencé quand? Je l'ai même énuméré. On a commencé de préparer la compétition au mois de mai jusqu'à jouer le championnat au mois de décembre. Quittons le PFKIN pour aller au niveau de tout ce qu'on a construit à Kinshasa pour pouvoir accueillir le jeu de la francophonie. On a deux gymnases, double gymnase, hein, jumelé au stade de Martyr. Il y a le stadium qui a été réhabilité. Vous avez le gymnase pour le tennis de table, vous avez le gymnase pour le judo, le sport de combat. Le sport de combat. Aujourd'hui, ça sert à quoi tous ces infrastructures? Étant ministre de sport, bon, voilà, on disait que cela ne dépendait pas totalement au ministère de sport parce que voilà, le jeu de la francophonie, c'est la jeunesse, là, il y a aussi les ministres des infrastructures qui rentrent là-dessus parce que le clé, jusqu'aujourd'hui, d'après les informations, se trouve de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir ces clés-là et pour que les athlètes congolais puissent bénéficier de ces infrastructures?
C'est la grande question, grâce à Goubama. C'est toujours sous son mandat qu'on voit tout cela. Il ne fournit aucun effort pour pouvoir relever le défi et on veut se taper la poitrine pour dire que on est 4e au niveau de la CAN. C'est parce qu'il y avait un certain monsieur Kaboulou. Mais bon, il y avait Samalou Konde qui est arrivé là à 2 mois, je crois, 1 mois de la compétition. 3, il a pu rafler la 3e place. Et que dire avec ce ministre-là qui ont gagné la CAN 68 et puis 74. Merci, grâce à vous. Je vais vous donner 1 minute. Tâchez de respecter, s'il vous plaît. Vous allez parler un tout petit peu de la gestion de Kaboulou au ministère des Sports. En 1 minute, faites un effort. Souffrez, s'il vous plaît. Souffrez. Ouais, je vais être concis et précis. Vous savez, notre ami Kaboulou, qui est dans le même métier que nous, était venu pour ouais, qui était il n'est plus journaliste, c'est que je sache. Journaliste dans les journalistes pour la vie peut-être. Ouais, le pratiquant à la RTIC. Il ne sera plus à la télévision nationale parce qu'il est parti déjà en retraite. Déjà d'ailleurs, donc il était. J'ai raison de le dire. Après un pasteur à la tête du ministère des Sports, après un mignon garçon à la tête du ministère des Sports, on a eu l'espoir que ces messieurs que nous avons aujourd'hui à la tête du ministère des Sports va être les libérateurs de notre métier. Parce que tant que les sports, des fois on les dit, on en sourit, on peut tout dire, mais si aujourd'hui, na lo bangwa tan lingala, sport amboka na monsieur Koufi, Joyce, grâce Diakouba, mato na palais, hein. À moins peut-être que tout changer na biso cop, tout comme na politique. On parlera de quoi? D'ailleurs, on a difficile à dire des choses. Notre statut, journaliste sportif. Dis-moi, tu es sur un plateau télé étranger avec un journaliste sénégalais, avec un journaliste ivoirien, peut-être toi tu es journaliste congolais, tu défends quoi? Toi, Joyce Moukaya, tu défends quoi? Oui! Tu feras que le kit de personnalité. Hein. C'est l'image de ces pays que nous avons aujourd'hui. Et que ceux qui nous dirigent, en particulier dans la sphère où nous sommes, ceux qui sont ministres, savent ce qui doit être fait. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise ces mondes comme Kaboulou. Il y en a pas. Il les maîtrise plus que Chembo. Il les maîtrise plus que Mbayo. C'est vrai que Mbayo est maîtrisé, mais je dis Kaboulou c'est lui qui est dans ces domaines. Ah, il les maîtrise plus que Mbayo parce qu'il a vu Mbayo venir en tant qu'athlète au niveau de handball et après il est devenu dirigeant jusqu'à ce qu'il finisse ministre. En gros, monsieur Kaboulou c'est revêtu en tout cas de son ancienne casquette de celui qui était entre guillemets voilà, celui qui montait au nom du président, il était un ancien gardien et puis cette pratique là est encore revenue. En gros, ouais. Allez-y, ouais. Je finis. C'est un monsieur, ouais. Excusez-moi. Ouais, non, je finis. Lui-même en défendant, moi je parle pas de son bilan et de ce qu'il a fait. Lui-même en défendant son bilan, il prend même les secteurs qui n'est pas le sien. Fallait abetaki nana niwana. C'est abetaki nana niwana. Mais il a dit. Mais dis-moi, si lui-même quitte sa casquette du ministre des Sports pour prendre la casquette du ministre de la Culture, dis-moi, qu'est-ce que moi, Cédric Mouipataï, je dirais à sa place? Merci. Je suis obligé de ne pas donner la parole à Grâce parce que nous sommes arrivés à la fin. On va prendre la dernière partie. C'est la partie la plus courte de l'émission. On va le prendre tout juste après cette transition. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. On va finir avec notre émission, mais avec ces tests de connaissances sur le sport en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la personne choisie pour passer à ces tests, c'est Cédric Mouipataï, qui est venu nous rendre visite ce soir. On va commencer. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Dites, vous êtes prêts? Je dépends de vous. Non, vous devez dire. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. On va prendre 3 questions. Oui. Vous pouvez m'arrêter si vous avez la réponse en comprenant la question. Ouais. Vous pouvez m'arrêter, donner la réponse directement. Ou sinon, juste après la fin de la question, vous aurez 2 à 3 secondes pour répondre. Sinon, ça sera un échec. Messieurs, je suis ancien ministre des Sports. J'ai fait 2 ans, 8 mois et 1 jour en fonction. J'ai pris les bâtons de commandement Non. J'ai pris les bâtons de commandement le 6 avril 2012 et j'ai quitté le bureau des sports le 7 décembre 2014.
J'aurais pu être le ministre qui allait ramener la médaille de bronze de la CAN 2015, sauf que j'ai cédé la place à Jean-Michel Samankolo. Qui suis-je? Voilà, on va passer aux deuxième question. On va donner les 3 réponses à la fin. On passe. Je suis ancien de Vita Club et de Daring Club Motema Pembe. J'ai remporté le challenge Vodacom en 2004 et 2005 et la Coupe de la Confédération africaine en 2007 avec le CS Sfaxien. Je suis le jeune joueur de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lombélé. Très bien, c'est gagné. Voilà, on va prendre la dernière question. C'est pas du tout une question. Oui. Je vais vous donner une composition d'un match. Je vais vous donner les indices et vous allez nous dire la rencontre, et c'est certainement la rencontre de l'équipe nationale de la RDC et le résultat du match. Le match se jouait entre 2004 et 2010. La rencontre, le 11 de départ, c'était Kidiaba, Bagueta et Bokesse dans l'axe, Kinkela et Erita sur le côté au niveau de la défense, Cholola, Ilongonga Sanya, Mbayo Kibemba au milieu de terrain, Loaloa, Biscotte et Shabani Nonda en attaque. Le remplaçant, Kuluku Tamiala, Matumona Zola, c'est qui ont fait les rentrées dans cette match-là, et Yemoni. Vous répétez le 11 de départ, s'il vous plaît. Kidiaba Muteba, Bagueta Dikilu, Bokesse Gladys, Kinkela, Erita Ilunga, Cholola Chinyama, Ilongonga Sanya, Mbayo Kibemba Marcel, Loaloa Lomana, Biscotte Mbala, Shabani Nonda. RDC Ghana. Malheureusement. RDC Est-ce que vous avez une idée sur la première question? La première question, oui, mais bon, le nom du ministre, c'est un ministre du Sud Kivu, dont son nom m'a échappé. C'est le feu ministre de Culture et Art qui est décédé en fonction. Ah, voilà, Baudouin Banza Mukala. Merci beaucoup, messieurs. La dernière question, c'est la RDC Libye. C'est Un but partout. C'était en 2007. En tout cas, j'ai cherché l'une de rares fois où Loaloa et Nonda étaient titulaires, et puis Biscotte était titulaire, et puis je me suis dit RDC Ghana, déjà il y avait Nonda et Biscotte. Non, mais quand il a cité les noms de Yemweni Ngidi, c'était lui qui est le plus réclamé à cette époque-là, sous les ordres de Henri de Piré. Henri de Piré, voilà, il est rentré aux derniers instants, il a manqué son voilà, coup il de nous a tête. quitté l'année dernière. Avec cette petite anecdote du public congolais, Yemweni qui demandait à Nonda, n'a tellement abusé. Voilà. Je l'avais dit, c'était la partie de l'émission que vous allez aimer. Envoyez-nous vos questions. Nous allons tester la connaissance de vos invités dans cette émission. Désormais, à partir de 20h50, chaque samedi sur Innov Télévision. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était plaisant. Grâce à Gopama. Ça vous tenterait de passer au test la semaine prochaine? Ouais, merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.